Allez, c'est parti. On va faire là pour l'heure, mais... Nbaya. Alors on est parti. Donc comme je l'ai dit, Bezrat Hashem, voilà, on reprend ce shiur grâce en dernier lieu à Nathan Dahan qui m'a relancé, Kolakavod. Donc voilà, l'idée c'est de remplir nos mots de ces Shabbat, une petite soirée sympathique avec un five, avec un shiur et une Seuda, Bezrat Hashem. On essaie de faire ça toutes les semaines. Et donc, moi globalement, les shiurim, je préfère vous dire, voilà, les shiurim que j'essaie de transmettre, j'aime pas appeler ça du moussard ou du chizouk. Le chizouk, c'est un peu comme, vous savez, c'est la flamme, on allume une allumette, on fait du chizouk, c'est un petit peu, comment dire, passager en fait. Parce que la flamme, elle va très très vite s'éteindre. Ce qu'il faut derrière, il faut de la cire, il faut un combustible. Et donc le combustible, c'est la compréhension des choses. D'accord? Donc, avant le chizouk, en vérité, il y a la compréhension. On peut appeler ça de la marshava, de la hashkafa, la réflexion, de la compréhension. Donc, moi, à travers des shurim, j'essaye, à mon humble niveau, d'apporter un petit peu de réflexion et pas simplement de donner un petit booster. Donc, ça veut dire, je fais appel à votre sagacité, à votre finesse pour essayer d'utiliser les clés qu'on donne au travers de ces shurim pour les appliquer dans la vie, pour réfléchir et pour avancer avec Bezrat Hashem. Et donc, on démarre en vérité ici le Sefer Bereshit, donc c'est tiré de Rav Dessler, que j'aime beaucoup. On démarre ici le Sefer Bereshit, c'est-à-dire que Bereshit et Noach, c'était vraiment l'intro de l'intro. Comme je l'ai dit souvent, ça me perturbe énormément ces deux parachiotes parce qu'on dirait qu'il y a à peu près 1600, 1500, 2000 ans mis entre parenthèses. De Adam à Noach, c'est catastrophe. Et ensuite de Noach à Abraham, pareil, catastrophe, on n'en sait pas trop. Et on démarre avec Abraham. Ah, je me rappelle, mais... J'avais parlé de ça la semaine dernière. Tu avais dit, je comprends pas, on jette... Exactement. On jette un petit peu. Bon, c'est une parenthèse dans l'histoire, enfin, c'est le début quand même. Pourtant, on passe ça comme ça très très vite en avance rapide. Et c'est quand même la construction du monde. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que, et je ne suis pas le seul à le dire, que Parashat Lech Lecha avec les Avot, on démarre vraiment la construction du monde, l'avenir du monde, et c'est les piliers. Les trois Avot, c'est les trois piliers. Et on va essayer de parler un petit peu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, en particulier Abraham, de voir un petit peu leurs midot qu'on connaît tous, d'analyser un petit peu leur caractère, leur comportement et leur nissionot. Bon, dans les Midrashim, c'est beaucoup rapporté que justement ces trois Avot, ces trois piliers, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est vraiment le socle du Kisei HaKavod. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de tout. Ce qui représente eux, ce qu'ils ont dévoilé au monde, c'est en vérité la base de tout. C'est-à-dire quand on dit c'est le socle du Kisei HaKavod, c'est-à-dire réellement la base de la judaïté, de la Avodat Hashem, de la proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Donc il faut s'attacher à ça un maximum. Bien que c'est des notions qu'on a entendues et réentendues à l'école, dans les shiurim et tout, c'est la base. Il faut essayer un maximum de comprendre ce qu'on peut tirer à notre niveau de ces trois monuments que sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, tout ce qu'ils ont pu dévoiler, à nous de saisir, à nous de comprendre, à nous d'attraper, pour ensuite le mettre et l'insérer dans notre avodat Hashem, dans notre façon de nous comporter, dans la façon dans notre relation avec HaKadosh Baruch Hu. Il faut réussir à choper un maximum de ce qu'eux nous ont donné, de ce qu'eux nous ont dévoilé. On ne peut pas tout comprendre parce qu'en fin de compte, ça reste les Avot et ils ont atteint des niveaux incroyables, tout ça sans la Torah. Nous, on a la Torah, donc il faut réussir à juguler tout ça et à faire de tout ce qu'on lit des midot qui seront les nôtres. Les trois midot qu'on retrouve et que tout le monde connaît, c'est Chesed. Avraham Avinu, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura Yirat Shamayim. Et Yaakov, c'est Emet. Dans le langage kabbalistique, c'est Chesed, Gvura et Tiferet. Tiferet, c'est-à-dire c'est magnifique, c'est l'assemblage de Chesed et l'harmonie entre Chesed et Gvura en fait, et ça donne Tiferet. C'est les trois midot. Chesed, c'est quoi? Chesed, c'est cette capacité, ce caractère enfin c'est une mida même, sans rentrer déjà dans le caractère, c'est une mida, c'est un phénomène qui est dans l'expansion. Toujours, il te pâche tout, c'est s'élargir. Ça prend toute la place. Toujours aller, c'est ajouter. C'est l'idée de la bracha aussi. Bracha, c'est le ribouille. Yachon ribouille, c'est la multiplication. Toujours ajouter aux choses. Gvura, au contraire. Yirat Shamayim, au contraire, c'est la limitation.
C'est de peur de faire quelque chose de mal. Alors je vais réduire un maximum, je vais tout analyser, tout passer au crible de peur de faire une erreur. C'est exactement l'inverse de chesed. Et ensuite, on a Emet. Emet, c'est chercher à faire toutes les choses justement de manière équilibrée. Tout faire en fonction de ce qui est juste, parfaitement juste. Donc, s'il faut du chesed, il y aura du chesed. S'il faut de la gvura, de la yirat shamayim, il y aura de la yirat shamayim. C'est en vérité, donc, on comprend un peu l'équilibre. Et si on analyse un peu plus, ces trois midot, en vérité, elles peuvent s'accoupler. D'abord, il y a le chesed. Le chesed de base, c'est quelqu'un, sans même qu'Akadosh Baruch Hu lui ait demandé quoi que ce soit, naturellement, il a un penchant à vouloir donner, à vouloir aller vers l'autre, à vouloir lui apporter. C'est le koach hanetinai qu'il faut un maximum développer. Maintenant, tu peux coupler le chesed avec la gvura. C'est-à-dire que maintenant, c'est la peur de ne pas faire suffisamment de chesed. Savoir que, par exemple, quelqu'un qui est très très riche, eh bien, s'il joue le rôle que Akadosh Baruch Hu attend de lui, il lui a donné plein d'argent, c'est pas pour rien, eh bien, il est un peu en angoisse constamment. On parlait de lui tout à l'heure, Rav Samuel, toujours il disait, je prie pour ne pas être riche. Parce que c'est une angoisse, c'est une responsabilité incroyable. Donc, c'est la yirat shamayim de ne pas faire comme il faut le chesed. Et ensuite, il y a chesed avec le emet, c'est justement de faire du chesed comme il faut, pas trop, pas assez, pas assez justement, de manière équilibrée. Ensuite, on a pareil dans la gvura. Gvura, quelqu'un qui a peur naturellement, c'est-à-dire peur de mal faire, donc il va se limiter. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, qui dorment tout Shabbat. Tout Shabbat, ils restent au lit. De peur parce que tant qu'on n'a pas bien étudié la halachot Shabbat, eh ben, à coup sûr, on transgresse Shabbat sans s'en rendre compte. Donc eux, de peur de transgresser Shabbat, ils préfèrent être inactifs, totalement. Au moins, je suis sûr, je ne transgresse pas Shabbat. Donc c'est un peu cette midala. Donc ça, c'est la gvura naturelle. Maintenant, il y a gvura sheba chesed. Gvura sheba chesed, c'est que il craint que dans sa avodat Hashem, il manque du chesed. Donc il va essayer d'ajouter un peu dans sa vie du chesed. Et ensuite, gvura sheba emet, c'est justement ne pas être trop dans la hirat shamayim, mais réussir un peu à équilibrer les choses. Et enfin, emet, quelqu'un qui est naturellement juste, mais il va associer à ça emet sheba chesed, c'est-à-dire avoir la justice et développer cette justice vers le chesed, c'est-à-dire que lui, il se rend bien compte que naturellement, un homme, s'il a été créé, c'est pour en vérité donner. Si on réfléchit un instant, la base même de la création, on dit que c'est Olam Chesed Ibané, tout le monde a été créé uniquement pour une seule chose, c'est le chesed. Donc quand tu es tout à fait honnête avec toi, tu te rends bien compte que ce qu'il faut développer en fin de compte, c'est le chesed. Et il y a aussi chesed chez Bigvura, Emet chez Bigvura, se rendre bien compte que le Chilul Hashem est impensable. Et donc si maintenant je me rends compte que j'ai un comportement qui pourrait s'approcher, qui pourrait arriver à, de peur de faire du Chilul Hashem, donc savoir se limiter, et ensuite arriver au Emet chez Behemet, donc Tiferet chez Betiferet, vous savez dans Surat HaOmer. Surat HaOmer, on dit ça. À chaque jour, il y a Chesed chez Bechesed, Chesed chez Bigvora, Chesed chez Betiferet, et c'est en vérité, après il y a 10 Sfirot, mais nous, c'est ces trois-là qui nous intéressent. La Gvura, c'est la peur. La Gvura, c'est la rigidité en fait. Ouais, ça s'exprime par Yirat Shamayim, ouais. Okay. Ça s'exprime par la peur de mal faire. Ok. Ou de trop faire même. Non ? Du coup, la peur de trop faire, la peur de... Pas assez faire. Pas assez faire, voilà, c'est dans la crainte. Donc naturellement, la Yirat Shamayim, la Gvura, ça restreint. C'est la Midat Hadin en fait. Exprimé autrement, c'est aussi la Midat Hadin. C'est à un moment donné mettre une limite aux choses. Très bien. C'est une bonne Mida, non? C'est ce qu'on Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous, on va voir justement les travers de ces midot en fait. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, il faut bien comprendre que ces trois choses-là, globalement, elles se retrouvent chez tout le monde. Nous tous juifs, globalement, on est ou chesed, ou gvura, enfin, on est ou très chesed, ou très gvura, ou très evet. C'est-à-dire que c'est les bases des midot qu'on a. Après, elles vont elles vont aller en ramification dans différentes façons de s'exprimer. Mais globalement, c'est les trois midot principales. C'est pour ça toujours qu'on dit c'est les trois piliers. La Torah, elle tient sur trois choses. Torah, Avoda et Gimilut Chasadim. Torah, c'est le Emet. La Avoda, c'est les Korbanot. C'est se rendre compte qu'il faut faire tchouva, etc. Donc c'est Yirat Shamayim. Et Gimilut Chasadim, c'est Chesed. C'est les trois piliers, c'est les trois bases que, en vérité, dans chacun de nous, on retrouve. Lui, on sent qu'il a un peu plus Chesed, lui, on sent qu'il a un peu plus Gvura, lui, on sent qu'il a un peu plus Emet. Mais globalement, voilà, c'est vraiment ces trois choses-là. Et donc, on a un naturel à ça. On appelle ça des dons. Les gens qu'on sent, ils sont très, très généreux. On sent des gens qui sont très, très précautionneux. Ou des gens qui sont vraiment très justes, très équilibrés, très cohérents. Et ça, c'est des dons.
D'accord? C'est-à-dire que sans avoir même fait un effort, on a des dons, on a des capacités à certaines midotes. D'accord? Maintenant, le but du jeu, eh bien, c'est de ne pas s'arrêter là, justement. Le but du jeu, c'est de développer ces midotes et de pas, si quelqu'un il est chesed naturellement, il va falloir qu'il réussisse à associer à ce chesed de la gvoura et du émet. Juste être chesed, en vérité, ça ne suffit pas. Il faut que, dans nos vies, on identifie c'est quoi notre capacité de base. Il y a un machal, je l'ai 1000 fois rapporté, d'un berger, pas d'un berger, d'un paysan, il travaillait pour le roi, et vous savez, à l'époque féodale, et ben, on donnait, le gars, il bossait toute l'année, il donnait 90% au duc ou au roi, et lui, il gardait que 10%. Un jour ou l'autre, il a dit, allez, ça se fait pas, au bout d'un moment, j'en ai marre, je bosse pour qui, truc, révolte, magnifique. Donc il va voir le roi, et il dit, c'est plus possible, c'est injuste ce qui se passe, moi, c'est moi qui bosse tout, vous êtes sur votre trône tranquille, en fin de compte, c'est vous qui vous ramassez tout, et moi, j'ai rien du tout. Et c'est moi qui ai le plus d'enfants, etc., etc. Et le roi, il dit, bah, t'as raison, c'est injuste, c'est un système injuste, alors tu sais quoi, je vais te faire un cadeau magnifique. Je vais t'offrir 4 pieux, et avec ces 4 pieux, tu vas délimiter un terrain qui va t'appartenir. Tout ce que tu feras fructifier dans ce terrain, à l'intérieur de cette zone des 4 pieux, c'est pour toi. Incroyable ce cadeau. Alors il sort, tout heureux avec ses 4 pieux, il en plante un premier pour le début, puis il commence à courir. Il dit tout ce que je vais courir, ça va m'appartenir pour planter. Et il court. À un moment donné, il s'essouffle et il dit bon, c'est incroyable, c'est magnifique déjà ce que j'ai, un hectare incroyable. Il dit mais attends, c'est dommage, je peux avoir plus. Donc il recommence à courir, et il court. Au bout d'un moment, il dit bon, magnifique, 18 hectares, incroyable. Il dit c'est travail, je vais pas m'arrêter. Et en vérité, ce gars-là, il s'est pas arrêté de courir. Il court encore. Et en fin de compte, il a posé aucun pieu. C'est quoi le machal? C'est quoi le nimshal? C'est que on arrive à un âge, quand on est dans l'adolescence, la vie est très joliment faite. La jeunesse, on découvre la vie, on apprend les bases, on touche le feu, ça brûle, on se cogne, ça fait mal, on développe son imaginatif, tout est super. Arrivé à l'adolescence, il y a un phénomène que normalement tout le monde a passé, c'est dans nos têtes, on est des super-héros, on peut être ce qu'on veut. Quand on avait 12, 13, 14 ans, on se dit si je veux, je peux être alpiniste, si je veux, je peux être parachutiste, si je veux, je peux être médecin, et en même temps, je peux être comptable, et en même temps, je peux être... j'ai pas d'autres exemples, pompier, ce que vous voulez. Je peux être 1000 choses, il n'y a rien qui me limite. Je sais pas si vous avez ressenti ça dans votre jeunesse. Personnellement, je l'ai vraiment ressenti. Je me disais, mais en vérité, si je veux, je peux aussi faire ça, et aussi faire ça, et aussi faire ça. En fin de compte, je suis haut, je suis là. Au Hachem, je suis très content. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrivé, au bout d'un moment, à quoi ça sert, ce sentiment que Kakash Borou, il a inscrit en nous durant cette période? Ça sert justement à être touche à tout. Et puis, tu vas t'intéresser un peu à la médecine et tu vas te rendre compte que le sang, en vérité, tu as beaucoup de mal. Alpiniste, tu te rends compte que le vertige, tu n'arrives vraiment pas à gérer. Et puis, tu dis, ah, bah, comptable, en fait, sympa, j'aime bien les chiffres. En fait, tu deviens touche à tout. Et au fur et à mesure, tu aiguises le savoir que tu as sur toi-même. Et tu te rends compte que tu as des qualités dans ça. Tu as des qualités à être patron, mais pas être employé. Ou inversement, tu supportes bien, tu as besoin d'être dirigé, mais tu n'arrives pas à donner des ordres. Et au fur et à mesure, tu apprends à te connaître. Et c'est ça qu'il faut. Il faut à un moment donné planter des pieux et se rendre compte, là, c'est la zone dans laquelle je suis très bon. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut savoir, quelle qualité j'ai? On a un âge où on a envie de savoir, est-ce que tu sens que j'ai des capacités? Et à un moment donné, on n'a plus envie de savoir, est-ce que vous sentez que j'ai des capacités? On a envie de savoir, qu'est-ce que j'ai réalisé? Et pour savoir ça, il faut être déjà conscient de ce qu'on est capable de faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il faut à un moment donné poser ses valises. Et arrivé à ces âges-là, il faut commencer à se rapprocher de la personnalité qu'on est, des capacités qu'on a. On n'est pas... Et c'est pas négatif. Au contraire, Akash Borou, il t'a donné un tafkid. Toujours on dit, mais c'est quoi ma mission? C'est pas des trucs magiques, c'est pas compliqué. Regarde dans quoi t'es bon. Regarde, t'es bon dans les relations humaines, t'es bon au contraire dans la rigueur, dans ton bureau, dans le truc. Il faut voir dans quoi on est bon. Et c'est au contraire, Kalvachomer dans la Torah, des fois c'est plus la lacha, des fois il faut être touche à tout, bien sûr. Mais on a des choses, on est meilleur dans ci que dans ça. Des prédispositions, exactement. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, développer la mida dans laquelle on est bon. Maintenant, ici, on apprend que, en vérité, si tu es bon dans le chesed, ça va être ta base. Le chesed, c'est la base. Il faut saisir une mida dans laquelle tu es bon et la développer un max. Grâce à ça, tu vas pouvoir ajouter un deuxième pilier et un troisième pilier qui sont la gvura, la voda, et le émet. On ne peut pas se limiter à ça. Et on va voir que dans les avot eux-mêmes, ils n'ont pas eu le droit de se limiter à leur mida de base.
Abraham, il était très bon dans le chesed. Kadosh Baruch Hu, il l'a sorti de sa zone de confort. Parce que ça suffisait pas. Comment ça s'est passé? Abraham Avinu, avant même qu'il découvre Akadosh Baruch Hu, on voit qu'il était déjà, à 49 ans, on dit qu'il était déjà arrivé à la Shlemut. Et pourtant, il n'avait pas encore réellement rencontré Hachem. Il est arrivé à la Shlemut grâce à quoi? À la perfection, grâce à sa Midat Chesed. Il avait ça en lui. Il avait ça en lui de vouloir faire du bien autour de lui, d'aider les autres, de faire découvrir le Hémet, de faire comprendre aux gens qu'il y a un Dieu sur terre. Je ne l'ai pas moi-même encore rencontré, mais c'est clair. Donc, apporter aux autres. Et ça, c'était naturel chez lui. Et il l'a développé un max. Kadosh Baruch Hu, il arrive, Lech Lecha, Brit Mila, Or Kasdim, Akedat Yitzhak. Il y a un fil conducteur dans tous ces nisyonotes, c'est quoi? C'est justement avoir une mida de Gvura. Comment ça? Par exemple, Lech Lecha. C'est-à-dire quoi Lech Lecha? Quitte ta famille. Tous les gens que t'aimais, tous les gens que t'as aidés, tous les gens qui comptent sur toi, maintenant, boum, plus personne. Et tu t'en vas comme ça, du jour au lendemain. C'est contraire à sa nature. Lui, il est là au contraire, mais Hachem, il compte sur moi. Tous ces gens-là, ils m'aiment et je les aime et je veux leur apporter encore. Ma famille, mes amis. Hop, tu vas travailler sur ta Gvura. Là, je t'ai dit, tu quittes, tu t'en vas. Avec la guerre des Malachim, avec la guerre des rois, on voit qu'avec Sdom, il a voulu sauver tout le monde. Là, il doit tuer tout le monde. C'est contraire à ses principes. Akedat Yitzhak, bien évidemment, c'est de la Gvura à un niveau, c'était le pire de tout. Tuer son fils. Alors qu'il se battait contre justement les sacrifices. Il tuer tout le monde. Il devait tuer la guerre avec les 5 rois. Et il a dit de Les nettoyer 4 tout ça. contre les 5 rois. Les 4 et contre les 5, voilà, il a sauvé le Meller Sdom justement. Et Akedat Yitzhak, c'était l'apothéose de la Gvura, c'est-à-dire maintenant avoir une dureté sans pareil contre son fils unique, enfin bon. Et même Brit Mila. Brit Mila, c'était quoi? Abraham, il était comme tout le monde avant. C'est-à-dire qu'il avait même, au niveau physique, il était comme tout le monde. Maintenant, pour se convertir, il doit exiger aux gens de faire aussi la Brit Mila. Il dit, mais attends, Hachem, si je leur exige ça, je vais plus pouvoir les convertir. Que je pourrais lui dit, Dayecha, Shani Elokecha, ça suffit pour toi que je sois ton Dieu. C'est déjà le top. Tant pis pour le reste. Travailler sur sa Gvura. Abraham, il a dû sortir de sa zone de confort et associer à ça la Mida qui était contraire, et l'exact contraire à sa personnalité, c'était la Gvura. Et ainsi, grâce à ça, il a pu atteindre le niveau de vraiment le Hav qu'il est devenu, Abraham Avinu, Hav Amon Goyim, le père de tous les peuples, vraiment l'entête. S'il était que Chesed, il y aurait eu un manquement. Il avait le Hémet, lui. Bah maintenant qu'il a Chesed et Gvura, bah maintenant les deux associés, Il peut avoir le ça Hémet. crée le Hémet. Ouais. Exactement. Avant L'équilibre. qu'Hachem, il lui envoie les épreuves. Enfin, les épreuves, du coup, c'est pour être bourrin, on va dire. C'est-à-dire qu'il était allé à fond de ses capacités dans le Chesed, c'est ça? Globalement, ouais. Il arrivait à la Shlemut dans le Chesed, Il a exactement. développé, ouais. Pour comparer à nous, c'est genre nous, on n'est pas du tout au maximum de nos capacités. Bien sûr. Ah, tu veux dire... C'est déjà une étape, ça. Non, bien sûr. Maintenant, en vérité, déjà, je ne sais pas si notre maximum est le même maximum qu'Abraham. Parce que lui, il n'avait pas de Torah, donc en soi, nous, on a déjà des bases, Voilà. on sait qu'est-ce qu'il faut faire Exactement. pour arriver à un top. Lui, il n'avait pas du tout Il avait de rien. règles, il n'avait rien. Exactement, il a créé la fait notion. par lui-même. Tout à fait. Ils appliquaient Ça a l'air le qu'il c'est avait plus, déjà Vas-y, c'est fini. Non, c'est j'ai fini. Ça a l'air qu'il avait déjà un gros Hémet, Abraham, puisque c'était le seul qui a trouvé le Hémet. Non, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était foncièrement bien. Mais en fin de compte, sa mida à lui, c'était Chesed. Donc, c'est-à-dire qu'il avait du Hémet et il avait de la Gvura. Puisqu'il s'est révolté contre Nimrod. Il faut par exemple de la Gvura pour ça. Donc, mais il avait son truc à lui, c'était le Chesed. La Gvura n'était pas suffisamment développée. Et on va voir d'ailleurs que s'il n'avait pas eu ces épreuves, on va voir très clairement ce qui aurait pu mal tourner. Même chez Abraham. Le mauvais côté en vérité de l'exagération dans certaines midotes. C'est un point très important qu'on va voir. Bon, ensuite on a Yitzhak. Alors Yitzhak, en vérité, les épreuves qu'il a eues au niveau du Chesed, parce que Yitzhak, c'était lui par contre, c'était tout l'inverse. Yitzhak, c'était la Gvura à tout prix. Bah, déjà, lui-même d'accepter d'être une offrande. En vérité, la Gvura, ça veut dire s'annuler totalement. Être considéré comme rien, être face à Hachem, effacer Anikloum, et il a peur, il a truc, et il écoute tout. Ça pousse à la Nava, ça c'est sûr. Mais c'est le bitoulayesh, comme le Korban. Le Korban, il doit te rappeler que ça aurait dû être toi qui aurais dû mourir. C'est-à-dire vraiment, tu aurais dû être brûlé. En fin de compte, bon, tu offres un Korban. C'est-à-dire tu dois t'annuler face à Hachem.
Yitzhak, il s'est complètement annulé face à Akadosh Baruch Hu. C'est la Yirat Shamaim au plus haut niveau. C'est vraiment, je suis plus rien avec Akadosh Baruch Hu. Je suis prêt même à être sacrifié pour Hachem. Et on voit, Il a quel âge déjà, Mechila? il avait 40, Au 36 moment de l'Akida? Très possible. 36? 36, je croyais que c'était 40, mais 36. Hein 37. 37. 37. J'ai 37 en tête. C'est le même prix. Bon. Donc, voilà, à cet âge-là, très jeune, déjà, il est prêt à tout sacrifier. Et tout le long de l'histoire, on ne voit pas une seule fois où Yitzhak fait des corbanotes à Abraham Avinu. Il a souvent fait des misbéars pour remercier Hachem, c'est-à-dire aide dans le don, aide dans la productivité, on va dire. Yitzhak, il a eu plein d'issionotes, il a eu les borotes il avait des puits, on les a refermés, il a eu les disputes avec les Pélishtim. Toute sa vie aussi, il s'est fait poursuivre. Et la première fois où on voit qu'il fait un korban, c'est dans Toldot, beaucoup plus loin. Il y a écrit là-bas, Vayirash Elav Hachem Balayla. Hachem s'est montré à lui. Vayomer Anochi Eloki Abraham Avicha, Tira Kitra Anochi. Donc il dit n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Uberar Tira Virbeti Etzaracha Bavur Abraham Avdi. Et je vais te bénir et te multiplier grâce à Abraham ton père, mon serviteur. Et à ce moment-là, Vayiven Sham Mizbeach. Et c'est la première fois que à Be'er Sheva, à l'endroit où Abraham il a créé son premier Mizbeach. Là-bas, Yitzhak, il s'est senti, il dit c'est bon. Maintenant, je peux construire un misbéar et dire merci à Hachem. Je suis apte, en fait, à créer, à produire et à exprimer Toda Rabba Akadosh Baruch Hu et à faire du chesed comme ça. Mais jusque-là, il se sentait pas raoui. Yirat Shamaim, j'ose pas. Je sais pas si je mérite. Je vois justement que j'ai des problèmes avec Avimelech, voilà, il a eu avec Rivka comme Sarah. Il voit qu'il a des problèmes. Il dit c'est que j'ai des problèmes, c'est que je suis pas un type bien. J'ose pas. Seulement Akadosh Baruch Hu dit ça y est, n'aie plus peur. Je suis avec toi. Je suis comme avec Abraham. Maintenant, je suis avec toi. N'aie pas peur. Là, Yitzhak, ça l'a calmé et il s'est autorisé à faire ça. Et on va voir plus loin qu'avec Esav, il a eu un peu, c'est peut-être un petit peu moins clair et je ne vais pas développer autant, mais c'est dans les autres parachutes où on voit qu'avec Esav, il a dû un peu mettre de côté son côté Gvura et être Chesed, fermer les yeux. On dit qu'il s'en rendait pas compte, etc. C'est un peu poussé de dire ça, c'est le pipchat, mais dans les Midrashim, Yitzhak savait bien qui était Esav. Et il a fait preuve d'énormément de patience, de chesed, de compréhension. C'est Midata chesed, c'est l'inverse de Gvura. Gvura, c'était Esav, tu te casses d'ici. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Yitzhak, il a fait la méthode à l'inverse de Abraham d'ailleurs. Abraham, il a viré Ishmael. Yitzhak, là, il a gardé Esav chez lui. D'accord. Et c'était d'ailleurs la marloquette entre Yaakov et les frères de Yosef. Qu'est-ce qu'on fait avec Yosef? Est-ce qu'on se comporte comme Abraham ou est-ce qu'on se comporte comme Yitzhak? Est-ce qu'on fait du kirouv comme Yitzhak il a voulu faire avec Esav, c'est-à-dire on le garde à la maison, on est sympa avec lui, on lui fait des shurim, ou est-ce qu'on lui fait du kirouv comme Abraham, c'est-à-dire à Ishmael, tu te casses de la maison par la dureté. Et Ishmael, il a fait un contre-cœur quand même. Il a fait un contre-cœur, bien sûr. Oui, C'est ça, C'était un lycéen de Gvura. C'était son travail de Gvura, d'être dur. Et c'est Sarah qui lui a exigé. Sarah, il avait du chesed quand même. Par sa tête. Il avait du chesed par cette... Bah, c'était dans le but de lui faire tchouva, tout à fait. Ouais. Bien sûr. Et on voit qu'en fin de compte, Ishmael, il a fait tchouva. C'est pour ça que les frères de Yosef, ils savaient pas comment se comporter. Est-ce qu'on doit... Yaakov, il s'est dit, je vais garder Yosef, comme mon père, il a fait avec Esav. Et les frères de Yosef, ils ont dit non, on va se comporter comme notre grand-père Abraham, qu'il a fait avec Ishmael, et c'est comme ça que Yosef fera tchouva. Ils pensaient que Yosef devait faire Et tchouva. Abraham, il l'a jeté. Non. Abraham, il a jeté il a viré Ishmael de la maison avec Agar. Ok. Sarah, elle a dit, faut que tu arrêtes de fréquenter, faut qu'il arrête de fréquenter Yitzhak, ça va pas. Et Abraham, il a dû virer Ishmael de sa maison. Et à la fin, Ishmael, il a fait tchouva. Donc ça, c'est pour Yitzhak. Et enfin, bon, on a Yaakov. Yaakov, en vérité, c'est le résultat des deux. C'est Tiferet, c'est Emet. On voit que Yaakov, il a été poursuivi par Tchékir avec Lavan. Lavan Arami, l'arnaqueur par excellence. Yaakov, il a réussi en 14 ans, je ne sais pas si vous vous imaginez, en 14 ans, vous vivez chez vos beaux-parents, de ne profiter de rien. Pas une fourchette, pas un verre, rien. Il dit, tu peux rien me reprocher. J'ai été honnête, et en plus, faire du business avec l'argent de ton beau-père, et être honnête surtout, même une erreur, tu peux faire rien du tout. D'ailleurs, Lavan, il a voulu, à la fin, il lui a mis des kélim dans son sac pour dire, ah, tu m'as volé. Et attends, après 14 ans, tu crois que tu vas me la faire à moi? Tu crois que je t'ai volé? J'ai même pas utilisé une de tes fourchettes. Qu'est-ce que tu crois? Donc, Yaakov, le Nisayon du Sheker, émet absolu, et on voit le résultat. Il faut pas croire. Yaakov, il a pu arriver à ça grâce au travail d'Abraham, grâce au travail de Yitzhak, émet Chesed Gvura, et ça a donné
Yaakov, il a pu. Et comment il a pu? Par le Limud Torah. Il est resté 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. La seule chose qui peut te donner un émet absolu, il n'y a pas mille solutions, c'est le Limud Torah. Yaakov, pourquoi il a fait 14 ans chez Shem Ve'ever? Parce qu'il était en chemin vers Lavan. Qu'est-ce qu'il fait maintenant une pause? 14 ans. Il dit, si je me remplis pas de Torah avant d'aller chez Lavan, c'est sûr je tombe dans le shaker. Donc il faut que je prenne un peu de force. Donc c'était pas 6 mois à Chizouk de Yeshiva, 14 ans, nuit et jour. On dit qu'il n'a pas dormi. De temps en temps, il était mitnemnem, un peu il s'est assoupi, c'est tout. 14 ans, Yoshev Elomed, Yomam Valaila. Comment ça se fait qu'il a eu son Ah, lycéen, ouais. mais finalement il a pas... Ah, tu veux dire, il aurait dû avoir autre chose? Bah, La seule 14 chose- ans, non, mais- il a souffert. Ah, il a kiffé, lui. Ah, chez Lavan? Bah oui. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué. Ok. C'est, en gros, il a vécu en condensé la galoute, toutes les galoutes que nous, ensuite, on va voir. Non, mais même au bout de 7 ans, il aurait dû avoir. Léa et ensuite Rachel. Exactement, au final, il l'a fait attendre, il l'a fait poireauter encore 7 ans. Ah oui, tout à fait. Ah oui, il s'est fait avoir. Yaakov, et à la fin de sa vie, Yaakov, il a dit à Hachem, c'est bon, je peux avoir un peu de tranquillité. Et Hachem, il a dit, toi, que t'es sur terre pour avoir de la tranquillité, t'es là pour avoir des missions. Il a eu Goshen quand même. Ça, la fin de sa vie. Tout Ah, à à la fin la de sa fin. vie, quand il Tout à la fin, mais avant qu'il dise ça. Même il s'est plaint, on dit qu'il a, il a retiré Il a retiré. c'était Il le a nombre été de, triste. de mots. 33. Parce qu'il a dit à Paro, il a dit c'est quoi son Ah oui, visage fatigué dans un il a- passou. et Hachem il a dit quoi? Tu montres un visage fatigué à 22 Paro, ans, tu te je plains. crois. Je sais plus c'était le nombre de Nombre de mots mots, qu'il y a dans les psukim que ouais. Yaakov il a dit de plainte à Le Paro. plan, c'était une année. C'est chaque année il lui a retiré de vie. C'est pour ça qu'il est mort avant Abraham, pas au même âge, il n'est pas mort à 70 ans comme Abraham et Yitzhak. D'ailleurs, il a perdu 60. la Shrina quand il était. Toi t'as les chiffres exacts j'ai l'impression. Abraham, il est pas pas mort, décédé bien après bien après. 99. 175. je crois. 175 et 15, Yitzhak il a été dans les mêmes eaux. Entre, Mais ouais, un peu moins. Pas Yaakov. bon, hein. et Yaakov il a eu 140. Ouais, un truc. Il a eu 30, à peu près 30 ans de moins. Ouais, c'est ça. À cause de ça. Bon. Donc ça voilà, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et on appelle ça, dans le langage des fraîcheurs, le Chut HaMeshulash. Ok. Chut HaMeshulash, c'est donc le triangle. L'idée du triangle, c'est quoi? Si tu as 2 points, c'est super. Si tu as un point, bon, tu as juste un point. Tu as une ligne, mais ça englobe pas une chose. À partir du moment où tu as 3, c'est bon, tu as une surface fermée. D'accord? La surface fermée, donc nous, on se situe à l'intérieur de ce Chut HaMeshulash. C'est l'encadrement que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont créé, les 3 piliers. Et à l'intérieur de ça se trouve le Klal d'Israël. C'est les bases qui ont été mis par nos avot. Très bien. On est bon? On continue? Très bien. Donc, ça, c'est globalement comment ça s'est passé. Maintenant, quelque chose de très important. Il faut bien se comprendre que si Abraham, il n'avait pas eu ses nisyonotes, eh bien, c'est pas comme ça que se serait passée l'histoire. Et j'ai une preuve. Vous savez que normalement, un père, il fait hériter à ses enfants, globalement, c'est midot. Son caractère, c'est-à-dire que la façon dont son père, un fils a vu son père se comporter, eh bien, il va. D'ailleurs, Il découle de... il découle, voilà, et il prend exemple. Pourtant, on voit que Yitzhak, bon, pas du tout, et Yaakov aussi. Alors en vérité, pourquoi là c'est différent? C'est parce que Yitzhak et Yaakov, fallait qu'ils créent ces 3 minutes là, ça c'est une chose. Mais Ishmaël par contre, Ishmaël il est devenu quoi? Ishmaël il est devenu un rachat. Mais pourquoi il est devenu un rachat? Et Yitzhak, il a eu Esav. Et Yaakov, il a eu 12 Shvatim, les Shifteka, parfaits par contre. Eux, ça a été ceux qui ont créé le clan d'Israël. Enfin, on sort tous des 12 tribus. Donc eux, ils ont que 2 fils. Il y en a un super, un paumé. Alors que Yaakov, lui, les 12, nickel. Chambé. Comment ça se fait? Même s'ils ont vendu Yosef, on dit que c'est nickel. Ouais, je suis nickel. Shifteka. Fait, tu vois. On dit que les Asara Rougé Malchut, les Titanaïm qui se sont fait tuer, ben ouais. Ils ont dit Alvaï qu'on soit au niveau des Shifteka. Un Midrash, on dit qui sont une image des 12 tribus. C'est-à-dire que les 12 tribus, ils sont bien au-dessus de tout J'ai ça. entendu que. Bon, après, peut-être c'est une autre explication, mais que les 10, justement, les 10 à Rougé Malchut, ils avaient fait le. Un tikkun. Capara, un tikkun de. Bon, après, c'est peut-être. Abraham, Israël, Jacob, on voit aussi qu'ils ont eu à leur niveau des fautes. J'ai fait un très long cours et un sefer magnifique qui explique l'erreur des Shifteka. C'est quoi l'erreur? C'est la vente de Yosef. Mm. C'est une histoire incroyable. Mais il faut lire les Midrashim, Ouais. c'est vraiment une histoire incroyable. Et bien sûr, il ne faut pas croire que les 11 Jvatim avaient la haine contre leurs frères. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, je l'ai dit très rapidement, j'ai dit qu'ils cherchaient à lui faire tchouva en vérité.
C'était En le 15. tuant. Hein? En le tuant. À un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion, ils ont fait un beddin. Ils ont Oui. dit Khayav Mita. Khayav Mita, c'est Mais pas le comme schéma ça. est C'est pas de- genre, ça y est, il nous a saoulé, il fait du Ils Hachonara. sont un peu Nogabadava dans l'histoire. Ouais. Faut voir c'est quoi exactement leur Je sais erreur. pas si ça marche un Beijing comme ça, quoi. Un Beijing qui, par rapport à ses propres intérêts. Non, Myanmar, mais tu crois qu'ils ont réfléchi comme ça? Nous, on arrive après la guerre, et les Chazal nous expliquent elle était où leur erreur. Il faut bien comprendre que les 12 Jvatim, les 10 Jvatim, là, tout était Alpi Emet, tout était Alpi Torah, tout était Alpi Tov. Et si en conclusion ils sont arrivés que Yosef il devait mourir, c'est parce qu'ils étaient justement conscients de leur rôle, c'est-à-dire de créer le clan d'Israël. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont un des frères qui est un rachat, on n'arrive pas à lui faire tchouva, il faut le supprimer de l'histoire. Parce que qu'est-ce qui va sortir de là? Nous, ils savent qui ils sont. Ils savent très bien, Réhouven, il va devenir Mishpachat Réhouven, Shevet Réhouven, qui va acquérir une terre en Israël. Shimon pareil, Lévi pareil, Yehuda. Et là, ils voient qu'il y a une brebis galeuse dans l'histoire, il faut le sortir. Ils voient que Yaakov, il est aveugle, ils ont peur que ce soit un autre Esav ou un autre Ishmaël qui est en train d'arriver. D'accord? Avant ça, ils ont cherché à lui faire tchouva. Et toute l'histoire, elle est très malheureuse. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un grand moussard avec toute cette histoire, comment il peut embrouiller les yeux des gens comme ça. Mais ça, peut-être quand on arrivera à ces parachutes, on en discutera. Et Youssef était conscient de ce qu'il faisait ou pas? Yosef était conscient. Yosef était conscient de ce qui se passait, ouais. Mais Yosef, il était tellement de sadique qu'il disait rien. Il disait rien. Il cachait. Et lui, son seul truc, c'était de cacher sa petite coûte. Au point qu'il fasse erreur sur lui. Bon, tout a été un énorme projet. Il y a des histoires magnifiques dessus. En tout cas, Abraham. C'est quoi les sources du Midrash? C'est de la Torah orale, le Midrash? Oui, la Torah, bien sûr. Et la transmission. C'est des Tanaïm. Les Tanaïm, exactement. C'est Rabat, tout ça. Ouais, exactement. Il y a différents minéraux, il y a Sifri, tout ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. Donc, Ishmaël et Esav, d'où ils sortent alors? Et pourquoi Yaakov, il a Baruch Hashem, mais il n'a pas mérité une catastrophe pareille? Et bien, si on regarde bien, Ishmaël, il est quoi? Ishmaël, alors, le Pshat Hapachout, c'est pourquoi ils ont Ishmaël et Esav. En gros, c'était comme si il y avait encore des Nitzotzot, des ancêtres de Abraham, genre Haran, tout ça, et en gros, il fallait trier les mauvais côtés. Il dit ça, le Chesed Abraham. Voilà, et en gros, qu'est-ce que ça dit, pardon? Le Chesed Abraham, il dit ça, genre, le peu de mal qu'il avait en eux, il voilà, fallait on l'a l'extirper, alors il exactement. avait un Exactement, ça c'est la réponse classique. Maintenant, si on analyse plus Ishmaël, Ishmaël c'est quoi? Ishmaël, on le dit toujours, c'est la Tahava. D'ailleurs, on dit sur les musulmans que c'est eux qui représentent tout le monde de la Tahava. Si vous regardez les marchés des esclaves, tout ça, c'est où? C'est pas dans l'Occident, c'est là-bas. Et en vérité, derrière leur djellaba, tout ça, c'est là où se cache le plus de pritzout, de saleté à ce niveau-là. Eh bien, faut comprendre qu'une midat chesed mal dosée, on en arrive à ça. Ça peut être, je vais faire chizouk à ma copine, donc je m'occupe d'elle, mais ça part d'un bon sentiment. Je vais m'occuper d'elle et en fin de compte, on n'arrive pas à faire du chizouk du tout. C'est en vérité, au fond, c'est une bonne raison pour la fréquenter. La mitzvah de Piria Verivia, c'est un des plus grands chesed qu'on peut faire dans Alpi Kabbalah, etc. Il y a le chesed, il y a la gvura, pareil, il y a Kadosh Baruch Hu qui s'associe, tout ça. Et pareil, donc, bien dosé, Piria Verivia, c'est magnifique, mais mal orienté, peut-il? Si t'en abuses, en vérité, ça devient chesed chez Betouma. Ça devient un chesed catastrophique. En vérité, Yishmaël, il représente la midat à chesed immense qu'Abraham il avait, à tel point que, parce qu'Abraham, s'il n'avait pas limité son chesed, il serait arrivé justement à un détraquage dans cette mida-là, et ça aurait donné quelqu'un comme Ishmaël. Donc Ishmaël, il a subi un peu ce chesed mal dosé. Il représente plutôt, pas qu'il a subi, il représente ce chesed mal dosé, où il est arrivé en fin de compte à toute la pritzout qu'un chesed mal dosé occasionne. Plaisir? Moi je dis des excès quoi. Voilà, des excès. Yitzhak, la gvura, trop de gvura, ça, on arrive à quoi? À la rechitza. Tu tues les gens au bout d'un moment, c'est-à-dire que tellement t'es alpidjin que cet homme-là, il mérite de mourir. À Kashbouri, il avait 26 mondes avant d'arriver à un monde qui est équilibré, c'était alpidjin. Dès que c'était alpidjin, un homme il faute, boum, il meurt. Il n'y a pas de... On lui laisse un petit sursis. Il n'y a pas de chance. Et donc, tu arrives à la dureté. Et la dureté, à un niveau très très élevé, on arrive à être un tueur. Donc, et ça, pareil, il représente la mida de Gvura de Yitzhak. Mal dosé. Voilà. Dans quoi? Dans le... Edom, Esav, Amalek,
Par contre, c'est le sang. Et Dom, d'ailleurs, le sang. C'est les C'est tueurs de encore, c'est l'histoire. la Gvora mal placée par rapport au... Trop de rigueur à la fin. Trop de rigueur, t'arrives à être un sanguinaire, en fait, si Oui, tu veux. justement, quand t'as dit la Gvora, c'était de la Hirat Shamaim, ça ferait... C'est pas trop d'Hirat Shamaim, t'arrives à être un sanguinaire, au contraire. Bah si tu deviens un sanguinaire, t'es plus Hirat Shamaim. Non, Non, parce que je sais, mais t'as dit que la t'as Gvura, dit c'est que la la Gvora, Hirat c'est la Hirat Shamaim, plus ou moins, pour Oui. Yitzhak. Mais justement, un excès, parce que dans l'exemple de Chesed, ça marchait bien avec le truc des Ishmael, la prise. Ah oui, Là, j'ai bah, pas compris. bien le- travaillé, ça reste la Hirat Shamaim, mais trop de Hirat, c'est tu vas supprimer tout ce qui est négatif, en fait, autour de toi. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est sorti de. Son Ah oui, fils, exactement. il brûlait tout le Il monde. brûlait tout le monde. Rabbi Ouais, Shimon, il tellement était qu'il métaken, était- mais son Ah, fils, non. il brûlait tout. Son Exactement. fils, pardon. Son fils, il brûlait tout, exactement. Tu supportes pas avoir du Chilul Hashem. Et donc, C'est ça. abuser de ça, tu deviens un tueur, représenté par Esav, qui est Edom, qui représente vraiment tout ce qui est sanglant. Donc, et enfin, on arrive à Yaakov. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces deux personnages qui sont sortis. Mais Yaakov, ça peut pas arriver. C'est le Hémet, lui. Justement, c'est l'équilibre parfait. Mhm. Il n'y a pas d'excès. Donc, qu'est-ce qui sort de lui 12 Jvatim parfait. Il fallait que ça sorte de lui. Les 12 Jvatim, les parents du clan d'Israël, ceux qui ont créé toute la terre d'Eretz Israël, ça sort de Kelmida, du Hémet. L'équilibre, enfin arrivé à l'équilibre, en de la Gvura et ce Chesed. Il n'y a pas d'excès. Et on retient bien la seule chose qui permet de ne pas arriver à des excès, c'est quoi? C'est donc le Limud Torah. Parce qu'on a dit que Torah, c'est le Hémet. Yaakov, pour se battre contre Navan, il a lorgné 14 ans. Et pourquoi j'appuie dessus? Moi, j'ai eu l'occasion de débattre avec des goïms et pas seulement des goïms, des scientifiques. C'est-à-dire des gens qui ne jurent vraiment que par la science, mais les vrais. Les vrais de vrais qui te donnent toutes les théories, tous les ratios, les proportionnalités, les causalités, ta. Et c'était intéressant parce qu'en fin de compte, sans mentir, je l'ai mis KO. Enfin, la Torah l'a mis KO en fait, dans le débat. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Quelle occasion, tu sais ça À différentes occasions. Des goïms comme ça Des goïms comme ça. Ils viennent me voir, ils voient quelqu'un qui est avenant après la discussion et ensuite ils regrettent. Et à la fin, le gars était un peu énervé, ça m'a fait rigoler parce qu'il était là, oui, tout fonctionne très bien. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, ça lui est sorti tout ça. Il a dit, non, mais j'ai pas les nerfs Il a dit, non, c'est pas que j'ai pas les nerfs. J'ai pas le temps là de bien te répondre. C'est après 3 heures de discussion. Hein. Après 3 heures de discussion, le mec, il s'est sorti, il a dit, j'ai pas les nerfs Il savait plus quoi dire. Bon, le pauvre. Et ce qui était très marquant par exemple dans ces discussions, c'était que il n'y avait pas de bien et mal. Le bien et le mal, il est fixé par justement la société. La société dans laquelle tu vis, en fonction, tuer c'est bien ou tuer c'est mal. Je vous donne un exemple très concret que Rav Dessler il donne, pas ici, dans un autre endroit. Manger un cadavre dans la rue, c'est bien ou c'est mal? C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est Salé, sucré, tout ce que tu veux. Non, c'est c'est mal. abject, c'est dégoûtant, c'est horrible. D'accord. Pourtant, tu vas dans une tribu cannibale en Amazonie, là-bas, il y a certaines tribus cannibales, pour eux, c'est au contraire. C'est baltacherie, t'as de la viande, c'est raval de pas le manger. Vraiment, c'est raval. Donc au contraire, c'est abject de le laisser pourrir. La nature t'a fait un cadeau, consomme-le. Donc tu vois qu'en fonction, pareil, je sais pas, en fonction de l'éducation, de l'endroit où tu as vécu, peut-être cracher par terre, c'est bien ou c'est mal. Bon, ça se discute. Et au bout d'un moment, donc, je me rends compte qu'en vérité, il fonctionne comme ça, le gars, et je lui ai posé donc la question. Je lui ai dit, mais alors, tuer quelqu'un, c'est bien ou c'est mal? Et alors, il était bloqué, en fait, et contraint de suivre sa logique un peu débile. Il a dit, mais effectivement, en fonction de la société dans laquelle tu es, si aujourd'hui les mœurs, elles disent que c'est mal de tuer, c'est mal, et si un jour ça devient bien, ce sera bien. Et je lui ai dit, voilà, maintenant, tu as tout compris à quoi elle nous sert la Torah. C'est qu'effectivement, comprendre ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est très, très difficile. C'est-à-dire de savoir, depuis la faute d'Adam Arishon, c'est ça en vérité tout le dilemme qu'Adam Arishon dans lequel il nous a mis, le Hetzadat. À l'époque, il n'y avait pas de bien et mal, il y avait vrai et faux. Tout ce qui est Avodat Hashem est vrai, tout ce qui est pas Avodat Hashem, c'est faux. La terre, elle est carrée. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est bien ou c'est mal de dire que la terre, elle est carrée? C'est mal. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas mal, c'est faux, c'est juste faux. C'est pas mal de dire ça, c'est faux. D'accord? Après, par exemple, si quelqu'un il dit ça, les gens ils vont penser que la Terre elle est carrée. C'est faux. Quand je conseille tout ça, tu dis bon, Oui, ça, bon, c'est- Ah, aujourd'hui, ouais, c'est bête. Ouais, de dire ça. C'est faux, tu t'appelles Abraham. C'est pas mal, c'est faux. Ouais, C'est faux. À l'époque, Adam Arishon, avant la faute de Adam Arishon, il voyait ça, Avodat Hashem, tout comme ça. C'est-à-dire ne pas mettre les tefilines, c'était pas que c'était mal, c'est que c'était faux. Ça rentrait pas en ligne de compte. Il n'y avait même pas cette éventualité. C'est juste faux. Et alors pour ça qu'il pouvait être nu.
Il n'y avait pas de mauvaises pensées Tuer à ce quelqu'un, c'est niveau-là. faux alors. Tuer quelqu'un, c'est faux. Et- A priori. Il n'y avait pas de mitzvot, a priori. Il avait. Je sais pas. il Avant faisait- Etzadat alors. Avant Etzadat. Ah, bien sûr, ok. Oui, il avait une mitzvah, c'était pas de manger le. Après, il faut Ah comprendre comment il en est arrivé. Il y a eu une arnaque avec le Nachash. C'est une longue histoire. Mais avant, c'était Emet Sheker. Une fois qu'il a mangé le Etzadat, il a fait rentrer Mhm. l'idée de bien ou mal. Donc, d'un côté, en vérité, c'est un niveau supérieur. Parce qu'on dit, tu as mangé le Etzadat, l'arbre du savoir. En vérité, tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. C'est pas aussi simple que ça. Même dans le faux, il y a du vrai, même dans le vrai, il y a du faux. Mais en tant qu'être humain, définir ça, c'est une tannée. En vérité, si tu regardes bien, il y a des fois des avérotes qui ont été faits, les Shem Shamaim, le Mekoshesh Etzim. Mekoshesh Etzim, on a vu qu'il a transgressé Shabbat pour que les gens prennent conscience que si tu transgresses Shabbat, t'es Chayav Mita. Les gens, ils n'y croyaient plus. Donc lui, il a fait exprès de transgresser Shabbat. Ça s'appelle Avera Lishma. Moshe Rabbeinu, il savait pas quoi faire avec ça. Il est Chayav Mita ou pas en fin de compte lui. Et si je le fais pas, c'est une catastrophe parce que du coup les gens ils vont voir, on n'est pas Chayav Mita du coup. Mais tout son but c'était de dire on est Chayav Mita, donc il fallait qu'il soit tué. Enfin, Pourquoi les gens ils vont que c'est pas les Mita? morales- ils sont arrivés à un niveau où à un moment donné Ok, mais ils vont être tués à un moment donné. Ils sont Mita, ils font pas Shabbat. nous ce qu'on veut c'est surtout qu'ils ne soient pas Khaled Shabbat. On n'a pas envie de les tuer les mecs. Ok, mais. Ok. Bon. D'ailleurs c'était une façon de redonner un peu justement d'Irat Shamaim aux gens. Hein? C'est dissuasif, voilà, exactement. Il est mort, non, mais que j'ai. Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est l'Ophrad. Oui, Et pourquoi lui particulièrement il meurt et pas les autres qui font eux qui sont Mechal et Shabbat? Pour qu'ils prennent conscience que. C'est pour qu'ils prennent conscience. Je sais pas si eux-mêmes étaient c'est mal Khaled de Shabbat. pas- Non, mais à ce c'est moment-là. ça, c'est le din. Tu fais pas Shabbat, t'es Mita. Bien sûr, mais tu sais que dans la Gemara Makot d'Avzaïn Amoudaef, là-bas il y a écrit que si un Beddin il tuait une fois tous les 7 Oui, ans, une mais fois c'est tous les un- 70 ans, il a c'est un appelé Beddin. Beddin meurtrier. Ouais. Donc Mechila, on tuait pas comme ça les gens. La Torah elle fait tout pour qu'on ne tue pas. Et donc c'est le frère, on le tue. Du coup, quoi? C'est l'Ophrad, Du il a coup, fait en on le fonction, il a fait d'une manière à ce Oui, il qu'il a ne pouvait tout pas fait. être Il Zakai. voulait. Il voulait être Chayav. Donc c'est le crime parfait, le crime catastrophique en fait, le pire crime de tous les temps et aucune chance de le sauver. Donc tout ça pour dire, sans rentrer dans les détails de ces histoires, c'est surtout pour vous dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est très dur de savoir. Et ce qui est intéressant quand par exemple on commence à étudier la Gemara, ou en tout cas quand on étudie la Gemara, la Lacha, tout ça, on se rend compte qu'au début on a souvent des questions on est étonné du digne de la Gemara. On dit mais comment elle peut dire où c'est trop dur, où c'est pas juste, où ces trucs. Et justement, c'est là qu'on voit que la Gemara, elle te rectifie ta façon de penser. C'est pour ça qu'on dit que la Gemara, c'est quelque chose qui fait bien travailler le cerveau, qui t'organise les idées bien comme il faut. Il y a un vrai émet, il y a un vrai émet, il y a un vrai sheker, il y a un vrai bien, il y a un vrai mal. La seule façon de s'en sortir, c'est de suivre la Torah en fin de compte. Ça a l'air simple et bête à le dire, mais Baruch Hashem, j'ai envie de dire, on a une société aujourd'hui qui nous montre ô combien sans la Torah, on serait des paumés. Tu vois qu'aujourd'hui, la notion de liberté, par exemple, toutes les notions qu'aujourd'hui ils manipulent et ils transforment, ils ne savent plus où ils en sont. C'est vrai qu'il y a une évolution des mœurs. Effectivement, toutes les personnalités qu'ils admiraient aujourd'hui, on les détruit. Toutes les belles notions, la notion de la famille, la notion du couple, la notion de liberté, d'égalité, de fraternité, tout ça, ils sont en train de le mettre à terre. Mais pourquoi? Et parce qu'ils n'ont pas de repère. Le seul repère qu'ils ont, c'est leur cerveau. Ton cerveau, malheureusement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est pas pachout. Le combat Israël-Palestine, il y a des trucs qui ont l'air tellement évidents, et c'est pas juste parce qu'on est un Nogué à Banavar. Regarde l'histoire, regarde ce qui s'est passé, et toutes les preuves qui te montrent que si ça avait été d'autres pays, il n'y aurait jamais eu ce genre de mouvement anti je sais pas quoi, si c'était la Chine contre truc, il n'y a pas d'anti-Russie autant qu'anti-Israël, enfin. Et pourtant la Russie c'est peut-être plus injuste que ce que fait Israël, enfin. C'est vraiment, tu te dis, mais comment on peut arriver? Alors c'est ce que vous voulez, l'effet de masse, ce truc. Aujourd'hui, c'est globalement, si on devait résumer ce qui se passe, c'est en vérité l'Occident qui est gêné par son passé colonial, et donc maintenant elle va tout faire pour protéger l'opprimé, mais à un niveau absurde. Donc Israël qui fait partie de l'Occident, Israël a forcément un rôle de méchant, au même titre que l'Europe, au même titre que l'Amérique, parce que l'Europe, pendant des années, des décennies, des centaines d'années, ça a été des pays coloniaux, et donc tous les pays, le sud global, tous les pays sous-développés qui ont été eux-mêmes colonisés, aujourd'hui c'est eux les victimes, légitimes,
et nous on est les méchants légitimes. Parce qu'Israël- Et c'est maintenant indiscutable. Et Non, Israël c'est parce est que apparenté. Israël se définit comme l'Occident. Et Israël est Aux yeux des défini comme nations. l'Occident, donc Israël a le rôle du méchant. Ouais. Non, c'est que surtout, il y a depuis des centaines d'années, les Juifs ont dit si tu te fais taper dessus, tu vas rien dire, tu vas fermer ta bouche. Oui. Et que maintenant, Ils Israël. sont pas quand habitués ils à ce tapent- qu'on répond. Voilà, Tout ils à sont fait. pas habitués Non, à ce bien qu'on sûr. répond. Maintenant qu'ils tapent vraiment et qu'ils ont les trucs Bien pour, sûr. pour Et ça, c'est taper déjà- la vérité, et ben, ils peuvent pas l'accepter. Ils l'acceptent Tout pas. à fait. donc Et ils sont ça, c'est déjà une contre ça. raison. Ça, c'est déjà une raison un peu plus ciblée. C'est déjà une raison un peu plus ciblée. Ce qui se passe dans les mœurs, dans le monde occidental, dans le monde entier, c'est ça cet état d'esprit. Maintenant, ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Ils ne sont pas habitués à la réponse d'Israël et à ce qu'Israël se défende. Mais ça, c'est déjà une réponse un peu plus ciblée dans l'histoire. Mais en vérité, dans la tête des gens, le wokisme, tout ça, ça suit vraiment l'exemple de quelqu'un qui n'a pas la Torah. En fait, si tu n'as pas la Torah, effectivement, tu atterris dedans. Et même des gens, des goïms, qu'on peut entendre, qui ont l'air d'avoir les idées droites, et qui ont les idées droites, en fin de compte, si tu creuses, c'est dicté par leur bon sens. Heureusement qu'il y a encore du bon sens. C'est ce qui est en train de le plus de se perdre, si vous voulez savoir le malheur de ce monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus cette idée de bon sens. Il y a des choses qui... C'est du bon sens. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis un sérel. C'est du bon sens de ne pas tuer normalement. C'est aussi du bon sens de comprendre que parfois, il faut tuer. Donc, il n'y a plus ces notions-là. Hein? La morale. Il y a une morale. Mais des fois, c'est moral de tuer. Ou c'est moral de défendre ta famille plus que la famille d'autres personnes. C'est du bon sens. Bon, très bien. Au moment où il y a eu le bien et le mal qu'Adam Arishon a mangé et Sadat, il s'est rendu compte qu'il était nul. Ça, c'était du bon sens. C'est-à-dire qu'il a compris, lui, que c'était mal d'être nul à partir Tout de à ce fait. moment-là. Mais pourquoi c'est devenu mal à ses yeux? C'est parce qu'il a intégré dans la mitzvah de Pira Verivia une possibilité de fauter avec. Alors qu'avant, c'était impossible, impensable. Mais il s'est rendu compte que peut-être... Et c'est pour ça qu'il a eu honte. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Mais d'où tu sais que t'es nu ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ah, c'est-à-dire que t'as mangé. C'est-à-dire que maintenant t'as compris. C'est-à-dire que maintenant tu perçois les choses, La faute qui pourrait arriver. les fautes qui pourraient arriver. C'est-à-dire que tu perçois du mal dans ce qui est censé être normalement 100% bien. Ta main, t'as pas honte de ta main. Bah, elle est faite pour mettre les tefilines. Pourquoi d'un coup t'as honte de ta herva? Ah, parce que maintenant tu t'imagines des fautes avec. Alors qu'avant ça, non, la herva était comme la main. C'était du émet. Et avec ça, on fait une mitzvah, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il y a pas rien d'autre à imaginer. C'est pour ça qu'il a eu honte. C'est pour ça qu'il a créé le sentiment de honte. La honte, c'est quand tu... je vais pas le sortir bien. Mais en tout cas, il a eu honte. Donc, tout ça pour dire que le résultat, en fin de compte, si on prend Abraham, juste sa Midat Chesed, poussé à son paroxysme, ça donne Ishmaël. Si tu prends Yitzhak, poussé à son paroxysme, ça donne Esav. Tu deviens un meurtrier. Donc, le résultat, le bon résultat, c'est justement d'être équilibré à ce niveau-là. Si tu as une bonne qualité, développe-la et au fur et à mesure, associe-la aux autres qualités dans lesquelles tu es un peu moins bon. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est pas équilibré, ça donne un résultat catastrophique. Et la seule chose qui peut équilibrer, qui peut te permettre d'avoir le bon curseur, c'est quoi? C'est le Limud Torah, la Gemara, la Halacha, des choses comme ça. Et au fur et à mesure quand tu étudies, tu te rends bien compte que ça te remet un curseur. Toi, tu pensais ça. Souvent, laisse parler la Gemara. C'est très bien, toi, tu as des choses en tête. Tu n'es pas un idiot, tu as des choses en tête. Regarde comment elle réfléchit la Gemara. Regarde, justement, apprends la logique, regarde le système, comment elle fonctionne. Et en plus, c'est toujours bien fait dans la Gemara, c'est toujours le même système. Tu as les mots-clés, la Chabema Yaskinan, la Recha, la Sefa, Goufa, Goufa Kasha, tac, 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 une Picha, une Tioufta. Tu as une réponse, deuxième réponse, et c'est toujours, tu as les mots-clés qui structurent tout, et au fur et à mesure, tu te rends compte de comment elle fonctionne la Gemara, comment analyse l'approche. N'hésite pas à demander pourquoi. Mets de côté un petit peu ta propre logique, n'hésite pas à demander pourquoi elle dit ça, et comprends comment elle veut fonctionner la Torah. Parce qu'il faut bien avoir conscience que quand tu learnes la Torah, lorsque tu learnes de la Halacha, de la Gemara, n'importe quoi, de la Mishnah, tu n'es pas juste en train d'étudier une souga avec une vache qui casse un kéli, tu es en train d'étudier directement ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. En fait, le but du jeu, c'est de comprendre ce que veut Hachem. À travers toute ton étude, tu es en train de comprendre ce qu'a dit Hachem. C'est tout, c'est de la parole d'Hachem. Et le but, c'est de comprendre un maximum ce que Hachem il attend de moi, le but d'Hachem, le projet d'Hachem, le programme d'Hachem. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir un curseur. Et on voit très bien combien la Torah, elle est honnête. Tu vois, même Avraham Avinu, s'il avait été trop, ce serait devenu un Ishmaël peut-être. À son paroxysme, il faut ajouter à ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû mettre un curseur à fond, lui faire des nisyonotes incroyables de Gvura pour équilibrer l'histoire. Il a fallu un Yaakov qui a su pendant toute sa vie lutter contre le Sheker même pour pouvoir créer un clan d'Israël équilibré, intelligent et normal. Il faut le Hémet. Et le Hémet,
C'est au travers de la Torah qu'on l'apprend. Bezrat Hashem. Voilà, on n'a pas tout dit, Baruch Hashem, c'est-à-dire qu'on a dit des belles choses. Voilà, on est bon, pas de questions. Chazak Baruch, Shabbat Tov Mazal Tov. Yitzhak, lui, de quelle manière il a eu cette voix là? C'était quoi? Comment il a été? Plaît-il? Yitzhak. Oui. Comment il a acquis lui la voix? Ouais. Pas par son père. Ah, c'est vrai que je voulais vous dire un truc. Bon. Pas par son père. Ah, justement, j'ai dit, en général, on acquiert les midotes de ses parents. Mais Abraham, Akadosh Baruch Hu, il avait un projet. Donc il fallait qu'Abraham il développe cette midot Chesed, Yitzhak il développe cette midot Gvura. Abraham, il a eu lui-même. Qu'est-ce qu'il a montré qu'il avait cette midot du Gvura? D'être capable de faire Kedat Yitzhak, par exemple, sans broncher. Toute sa vie, il a jamais fait, c'est que à la toute fin, il a jamais fait de misbéach. En fait, Yitzhak, en vérité, il a imité Abraham. C'est un imitateur total. Il a jamais, c'est pas péjoratif. Il était conscient de son rôle. Il a dit, je suis la deuxième branche maintenant. Je suis le deuxième point. Mon père, il a tout créé. C'est la première cause. Il faut surtout pas que je m'écarte. Ouais. Abraham, au contraire, lui, c'était le créateur. Il a pris des initiatives. Il a fait plein de choses. Yitzhak, c'était vraiment, voilà, je refais ce qu'a fait mon père, pas plus. Ok. Et ça, c'est de la gvoura. Restreint. Hein? Se restreindre. Voilà, je fais ça. Pour être sûr d'être dans le vrai. Mais je fais ça, voilà. J'ose pas. Chose qu'il n'a pas fait Ishmaël. Ishmaël, non. Non, Ishmaël, voilà, il a pris la tangente. Et juste, Mechila, est-ce que vous m'accordez encore 3 minutes? Je sais qu'il est un peu tard. C'est juste c'est intéressant ce point-là aussi. Parce que Baruch Hashem, on n'a pas 15 ans aujourd'hui. Et il faut avoir conscience. Abraham, Yitzhak et Yaakov, en l'occurrence, c'est pas le cas. Parce que eux, c'était les Havot. Et comme je vous ai dit, il faut bien être conscient que quand un jour ou l'autre vous allez avoir des enfants, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça aide à grandir, d'y penser. En fait, on n'y pense pas tellement tant qu'on n'est pas marié de trucs. Il faut avoir un peu en tête qu'un jour ou l'autre, chacun de vous, Bezrat Hashem, Beshatova, vous allez être papa, vous allez être un mari. Et alors, le mari, c'est encore une autre affaire. Mais déjà, être papa, il faut avoir bien conscience que justement, les enfants, ils sont pas dupes. Vous avez dû l'entendre 1000 fois, 18 000 fois. Mais qu'est-ce que vous allez justement transmettre à vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants ils se rappellent de vous? Vous allez transmettre des midotes à vos enfants. Il y a 2 éléments clés dans l'éducation. Il n'y a pas de recette magique. Il y a 2 éléments clés. C'est la tfila et l'exemple. Et pendant longtemps, j'ai douté de l'exemple. Et maintenant que je commence à avoir Baruch Hashem 0 cheveux blancs, mais doucement, je me rends compte effectivement, et ça a l'air logique, mais il faut voir combien c'est logique. En fin de compte, je me rends compte au fur et à mesure qu'effectivement l'exemple. Pourquoi tu croyais pas? Enfin, c'est logique. Parce qu'il y a des cas contraires. Parce qu'il y a des cas contraires. Il y a des gens qui étaient super ou des gens qui n'étaient pas super. Pour ça, il y a aussi la tfila qui rentre en jeu. Il faut être un minimum psychologue, mais en général, moi, j'aime bien rajouter la note, pas psychologue, mais éducateur. Mais les rabbanim, en général, vous diront, il y a tfila. En fin de compte, les vraies clés, c'est tfila. Sans Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Parce qu'en fin de compte, tu n'es pas tout le temps avec ton fils, tu n'es pas tout le temps avec ton enfant, dans la rue, à l'école, tout ça, ça fait très peur. Et l'exemple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la chose que va vraiment retenir ton fils, c'est ce qu'il a vu. Tu peux lui faire les plus beaux discours d'éducateur, les trucs, lui expliquer, En fin de compte, il voit tes cohérences et tes incohérences. Et donc c'est pour ça que c'est très important maintenant de commencer soi-même aujourd'hui, de réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre. Un papa qui est sur son canapé quand il rentre du travail, un papa qui parle mal, qui respecte pas bien sa femme, donc la maman, et qui est impatient, qui est un peu feignant, voilà. Ça marque à vie un enfant en fait. Alors qu'un papa qui est zariz, qui est zélé, c'est un papa heureux. En fait, un papa qui est sur son canapé, c'est des fois un papa qui est pas très heureux. C'est un père qui est... Moi, il a fait son job et le soir, il a juste envie, c'est bon, voilà, j'étais au boulot, j'étais un peu forcé, le truc, il faut bien ramasser des sous. Puis maintenant, il est fatigué, il va se reposer. Un fils qui voit son père, qui est hyper actif, qui a des projets, qui est debout, qui joue avec ses enfants, qui truc, ça met une ambiance de simcha, et son fils, il se dit, la vie de mon père était bien remplie. J'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de bouger, j'ai envie de créer. Des fois, on dit, il y a des papas qui adorent dire ça, mais si je vais à un chiour le soir, mon fils, il va pas me voir. Mais non, sache que dans la tête de ton fils, ce qui restera gravé, c'est que mon père a pris une journée de travail, il mangeait, il avalait son repas et il fonçait un chiour. Et ça reste dans la tête du... Ça, c'est ça qui reste. Alors qu'en vérité, quand tu es à la maison, il faut passer du temps avec ses enfants, bien sûr. Mais un enfant qui voit son père ressortir le soir, et pourquoi il est allé où, papa? Mais il est allé au chiour. Il dit, mais il s'arrête pas en fait. Et il est fatigué, je me suis rendu compte, il a bossé toute la journée. Alors, quand il a 4 ans, il ne s'en rend pas bien compte. Mais au fur et à mesure, ça s'inscrit dans sa tête. Réfléchissez à ce que vous voulez laisser comme exemple à vos enfants, c'est ça qui reste inscrit. C'est l'exemple que vous donnez, en vérité, c'est les midotes que vous-même vous avez pris le temps de travailler, c'est ça qui restera en Yerusha. Moi, mon grand-père à la vache à l'homme, ce qui me reste vraiment, et je l'ai en tête tous les jours,
c'est sa chorma dans les relations humaines. C'était un homme d'une politesse incroyable qui était chacham, jamais blesser les gens, toujours être attentif autour de lui. Beaucoup de gens qui ont été marqués par ça. Il n'y en avait pas beaucoup des comme ça. C'est vraiment quelqu'un d'attentif à l'autre. Dans les relations humaines, il y a une vraie chorma à avoir. Et je regrette de ne pas avoir encore plus profité. Et mes rabbanim, à Givat Shaul, on va aller à Yeshiva là-bas, Rabbi Yehuda Mandelson, mon mashgiach là-bas, c'était Midat Hadin. Ça me marque à vie. C'est vraiment, c'est Midat Hadin incroyable. Mon père, jusqu'à 120 ans, c'est le travail. Aujourd'hui, c'est pour ça que seulement aujourd'hui, je commence à me rendre compte qu'en vérité, ce que j'ai vu de mon père, j'ai envie de le faire aujourd'hui. C'est l'assiduité, être capable de comme ça passer des heures dans son bureau et avancer. Donc Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous, on a tous, faut pas quoi, on a tous ces capacités ancrées en nous, faut les révéler et faut les utiliser à tout prix. Bezrat Hashem, au travers de la Torah. Ouais. Kol hakavod.